parce que je voulais que tout ce dont j'étais capable comme poésie, je voulais que tout ça passe par les romans. Et puis au bout d'un certain temps, ça n'a plus marché. Donc les choses ça a explosé sous mes doigts, si vous voulez. Je me suis mis à écrire, j'étais professeur, je me suis mis à écrire beaucoup d'essais, d'abord pour répondre à toutes sortes de questions qu'on me posait, et puis je me suis mis à réécrire de la poésie pour faire des livres avec des peintres. Et au début, je n'osais même pas appeler ça de la poésie, parce que c'était trop... La poésie, c'était quelque chose de trop grand, de trop noble. Bon, par conséquent, il fallait que j'attende que les autres disent que c'était de la poésie. Et c'était très difficile parce que j'avais déjà une petite place comme romancier, puis ensuite j'ai eu une petite place comme critique, et les gens ont dit, mais ça suffit, hein, ça suffit comme ça, il ne va pas se mettre à écrire de la poésie en plus. Et bon, j'ai continué, et peu à peu, il y a d'autres poètes qui m'ont pris sous leur aile, si vous voulez, et qui m'ont déclaré que oui, j'étais aussi un poète, ce qui m'a beaucoup flatté. Hein, ça a été un grand moment dans ma vie, lorsque j'ai commencé à être reconnu comme poète. Mais j'ai commencé à être reconnu comme poète à partir de 50 ou 60 ans, plutôt... C'est très jeune. Oui, plutôt 60 ans. Et ce qui fait qu'il y a déjà longtemps de ça maintenant. Voilà. Et alors, une autre question, mais qui a trait à ça, vous habitez à l'écart, c'est pas une plaisanterie, hein. Michel habite dans une maison qu'il a baptisée à l'écart. Voilà. Est-ce qu'en poésie, vous n'habitez pas aussi à l'écart? Parce que votre œuvre poétique est immense, je l'ai dit, elle est immense, elle est assez atypique par rapport à l'histoire de la poésie des 40 dernières années. Enfin, vous écrivez de la poésie depuis 60 ans, alors des dernières décennies, disons, mais en même temps, elle investit toutes les formes possibles et inimaginables du poème, c'est-à-dire évidemment la prose, mais aussi le vers dans tous ses états, le verset, le vers compté, le vers libre, le vers rimé, etc. Enfin, il y a absolument tous les états du poétique, tel qu'on a une exploration de la prosodie, telle qu'on a pu la célébrer chez Aragon ou chez Hugo, par exemple. C'est un peu de cette force dionysiaque-là de la poésie. Dites-nous quelque chose sur cet appétit forcené d'investir le territoire poétique. Bien, ma maison s'appelle en effet à l'écart. Je suis dans un village qui est en France, mais à côté de la frontière suisse. Je suis tout près de Genève. La ville la plus proche de chez moi, c'est Genève. Alors, ce qui fait que je suis à la fois à l'écart de Genève et à l'écart de la France. Et c'est une position qui me plaît, qui me convient, parce que je suis presbyte, comme beaucoup de personnes de mon âge, donc je vois mieux les choses de loin. Et les frontières sont un instrument d'optique très très important pour moi, parce que lorsque je passe une frontière, je vois les choses de deux façons différentes. Donc je me mets à avoir deux yeux, à comprendre pourquoi j'ai deux yeux. Donc je me mets à avoir une vision stéréoscopique des choses au lieu d'avoir une vision plate. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ma maison à l'écart, et j'ai besoin... Donc cette presbytie, qui est une espèce de presbytie fondamentale. Vous savez que presbyte, ça veut dire vieux en réalité. Mais c'est une espèce d'âge à l'intérieur duquel je me mets à penser, à rêver, etc. Et donc j'ai besoin d'avoir une certaine distance par rapport aux choses, aux objets dont je parle. Pendant longtemps, vous savez, j'ai écrit beaucoup de textes à propos de mes voyages, à propos des pays que j'ai parcourus,
Et presque toujours, j'ai écrit sur un pays quand j'étais en dehors de ce pays. Parce que lorsque j'étais à l'intérieur, j'étais trop absorbé par tout ce qu'il m'apportait, par toutes les questions qu'il me posait. Et donc il fallait que j'attende d'être rentré chez moi, par exemple, dans ce qui était à ce moment-là mon chez-moi, pour pouvoir commencer à parler de ce que j'avais vu. Donc, si vous voulez, cette notion d'écart, je vis à l'écart et je pense à l'écart. Et en ce qui concerne la poésie contemporaine, que je connais beaucoup trop mal, naturellement, eh bien, je me sens aussi un peu à l'écart. Je fais quelque chose qui est un peu particulier, et qui est en relation, bien sûr, avec ce qu'on appelait la poésie autrefois, et donc que j'ai beaucoup étudié, étant moi-même professeur de littérature, ayant été professeur de littérature pendant des années et des années. Alors, j'ai essayé de me nourrir de tout ce que je lisais. Et j'ai un certain sentiment de solitude à cet égard. Je suis quelqu'un d'un peu spécial, mais j'ai l'impression que tous les poètes sont comme ça. Hein. Tous les poètes ont aussi ils ont le sentiment d'être différents des autres. Et s'ils n'étaient pas différents des autres, ils n'auraient pas de raison d'être vraiment. Donc, ils sont toujours un cas particulier. Alors, je me sens un cas particulier. Mais vous avez un plaisir vrai d'inventer dans la langue. Vous avez parlé là, du point d'appui, en fait. Il y a une passion chez vous du réel, concret, je veux dire, comme un entomologiste, on a pu dire aussi. Il y a quelque chose qu'on vous a parfois référé, mais vous êtes tellement immense que les références, elles peuvent être multiples, à mon avis. Enfin, quand je dis vous êtes tellement immense, je parle de la poésie. Hein. Et on vous a référé à Ponge. Hein, oui. Vous voyez, je veux dire. Et en même temps, comment je dirais, votre poésie, elle porte un lyrisme, elle aime le chant, elle peut être dans un prosaïsme immédiat, et puis en même temps, tout d'un coup, s'élever dans une sorte de vision cosmique. Ça c'est quand même des allers-retours, ou je sais pas quoi, des élans dans la poésie apparemment contradictoires. Eh bien, vous voyez, j'ai des yeux. Alors, les peintres m'aident à voir la réalité. Et qu'ils en parlent directement ou indirectement, qu'ils soient figuratifs ou abstraits, comme on disait autrefois. Et aujourd'hui, on sait bien que ces distinctions sont pas vraiment valables. Alors, j'ai des oreilles, j'aime la musique, et la musique m'aide à écouter la réalité. Pas seulement à en sortir, mais à écouter la réalité. Et quand j'étais jeune, j'ai été tenté par la peinture, j'aurais bien aimé devenir un peintre. Et puis j'ai été tenté par la musique aussi. En ce qui concerne la musique, je suis sûr aujourd'hui que je n'étais pas assez doué. Et puis j'avais un petit problème d'oreille. Mais quand même, j'étais fasciné. Alors en hésitant entre la peinture et la musique, je suis tombé dans la littérature, hein. Je suis tombé dans la poésie. Mais alors j'ai toujours conservé une nostalgie de la peinture et de la musique, et de bien d'autres choses encore. Ce qui fait que quand j'écris, j'ai envie de faire voir des choses aux gens qui me lisent. Et j'ai envie de leur faire entendre aussi des choses. Donc tout ça était étroitement relié. Alors vous parlez de Ponge, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Ponge, je l'ai connu, c'était un homme extraordinairement agréable et ouvert. Et il y avait chez lui un grand amour de la peinture, et il a voulu évidemment rivaliser avec la peinture. Il y a beaucoup de ces poèmes qui sont des espèces de natures mortes en littérature. Et j'ai essayé, moi aussi, souvent de m'enfoncer dans cette voie-là. Donc de partir de la contemplation de la réalité tout à fait quotidienne, parce que j'ai le sentiment très très fort que
cette réalité quotidienne, elle nous échappe perpétuellement. C'est-à-dire, il y a des quantités de choses que nous croyons connaître, qui nous imaginons que ce sont des évidences, et donc que ce n'est pas la peine d'en parler, alors que nous ne voyons jamais ce qui est devant nos yeux. Il faut faire le tour du monde pour réussir à regarder la personne qui vit à côté de chez vous. Et il y a des gens qui disent « Oh, il suffit de rester dans son village, le village est toujours un abrégé du monde », mais ce qui est parfaitement vrai. Mais pour savoir que c'est un abrégé du monde, il est absolument indispensable de se promener un peu dans le monde. Et c'est pourquoi j'ai parcouru le monde tant que j'ai pu, et j'espère que je vais continuer encore un peu, bien que ça commence à devenir un peu plus difficile. Et alors, une dernière question, Michel, après, justement, qui fera transition, curieusement, avec la question que je poserai après à Charles. Il y a un certain nombre de vos livres ont des titres qui me paraissent s'opposer. Alors, vous allez me parler de cette apparente opposition. Il y a des livres qui s'intitulent Illustration, Description, et puis d'autres qui s'intitulent successivement, si je me souviens bien, le troisième sous-sol, le quadruple front. J'en oublie un, il y en a trois comme ça. Il y a le troisième dessous, deuxième sous-sol, troisième dessous, quadruple front. Ce sont des livres successifs. Alors entre description, illustration et puis cette descente là. Eh bien voilà, il y a des livres de description. Il y a des livres où j'ai essayé justement de faire voir des choses que l'on peut aller vérifier. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle Description de San Marco, qui est sur la basilique Saint-Marc de Venise, et on peut s'en servir comme guide. On peut visiter la basilique Saint-Marc de Venise avec mon livre Description de San Marco, et ça permet de voir des choses qu'on n'aurait pas remarquées autrement. Quant au livre dont vous parlez, là, c'est une suite. C'est une suite qui est sur le rêve, parce que j'ai beaucoup rêvé dans ma vie, et je me suis beaucoup intéressé aux rêves, et je me suis beaucoup intéressé aux récits de rêves, à la façon dont on raconte ses rêves, parce que c'est extrêmement difficile de raconter un rêve. Ça, c'est une expérience que chacun a faite. On a fait un rêve extraordinaire pendant la nuit. À la table du petit déjeuner, le matin, on dit à sa femme et à ses enfants, j'ai rêvé quelque chose d'étonnant, bon, et on commence à raconter. Et au bout de 3 phrases, le rêve s'est en quelque sorte évanoui. Dans certains cas, il y a des rêves qui subsistent, il y a des grands rêves très très forts qui subsistent, et il y a donc de grands récits de rêves dans la littérature où il y a de la peinture de rêve. Par exemple, il y a une célèbre aquarelle de Dürer qui est bien précisé à côté que cette aquarelle représente le rêve qu'il a fait telle nuit. Et donc, il y a des gens qui réussissent à raconter leurs rêves. Mais très souvent, on a beaucoup de mal. Oui, dans le groupe surréaliste, le rêve a eu une importance considérable, et pourtant, les surréalistes qui ont tellement voulu raconter des rêves, ils n'ont pas vraiment réussi à raconter des rêves. Et, alors j'ai essayé donc de faire un laboratoire donc du récit de rêve. Et je l'ai fait en particulier parce que je me suis rendu compte que j'avais, et je n'étais pas le seul évidemment, j'avais des rêves récurrents. C'est-à-dire que j'avais des rêves qui revenaient de temps en temps, d'une nuit sur l'autre, et en particulier des cauchemars. J'ai un des rêves que j'ai fait très souvent et que je fais encore, mais maintenant, ce n'est plus un cauchemar, ce n'est plus dramatique parce que je le reconnais. Et ce rêve, c'est celui de la conférence catastrophique. Donc j'ai fait beaucoup de conférences dans ma vie, puis j'ai fait beaucoup de cours, etc. Et j'ai toujours le trac, parce que j'ai toujours peur que ça ne marche pas, que tout d'un coup je sois
incapable de continuer à parler. J'ai fait des dizaines de fois ce rêve de la conférence catastrophique. Donc, je me suis dit, il y a des thèmes comme ça. Nous avons chacun des thèmes oniriques très importants et qui ne nous sont pas propres parce que je suis persuadé que beaucoup de professeurs et beaucoup de conférenciers ont eu des cauchemars de trac terribles. Alors, j'ai essayé de faire des textes qui soient des espèces de récits de rêves en général, à l'intérieur desquels les lecteurs puissent projeter leurs propres rêves. Alors, le premier s'est appelé Matière de rêve, et puis ensuite j'ai continué, et alors ça a fait second sous-sol, troisième dessous, quadruple fond, et le cinquième, 1001 plis. Voilà. Et à l'intérieur de tout cet ensemble, il y a des tas de choses qui reviennent, il y a des rappels, etc. Il y a toute une composition musicale, si vous voulez. Alors ça, c'est toute une région de mes recherches, c'est sur le problème du rêve. Je vous remercie, Michel. On pourrait continuer longtemps avec Michel. Vous voyez, c'est un océan, je vous ai dit. Alors, on n'a fait qu'un tout petit plongeon, mais on va revenir tout à l'heure. On va revenir. Alors, oui, je disais... dire que j'ai beaucoup bougé dans des pays pas lointains d'ailleurs, parce que la surprise, l'intérêt n'est pas lié au nombre de kilomètres qui nous séparent d'eux. Et j'ai trouvé en Belgique la côte flamande, et j'ai écrit peut-être 10 livres dans lesquels on retrouvait, par exemple, la mer du Nord, les ports, et surtout Ostende. Ostende pour lequel j'ai une grande tendresse, et j'en ai fait mon lieu de naissance. C'est-à-dire que dans mes récentes bibliographies, je triche et je dis que je suis né à Ostende en 1936. De la rencontre du sable et de la mer. Oui, oui. C'est-à-dire, vous voulez vous donner d'autres géniteurs que des géniteurs humains. Oui. Je n'ai rien à reprocher de spécial à mes parents. J'avoue que j'ai parfois un peu... Je suis gêné de voir la violence avec laquelle j'ai rompu. Mais en même temps, c'était indispensable, c'était salutaire, c'était ma peau qui était en jeu. Donc, à la Belgique, c'est rattaché peu à peu. La Belgique, c'est-à-dire l'immensité des plages et les bateaux qui passent vers l'Angleterre. C'était un accueil et surtout une lumière. Je fonctionne beaucoup à partir des choses que je perçois, que je vois. Je donne l'impression de ne pas m'en occuper. Et puis, en fait, je prends mentalement des notes. En fait, je suis toujours en train de travailler. Je n'aurais pas tant publié si écrit, parce que ce qui est important, c'est d'écrire. Après d'être bien publié, je termine l'image, c'est la cerise sur le gâteau, comme on dit. Moi, une autre question me vient. Enfin, on sent qu'il y a, dans cette guerre de l'homme en guerre, finalement, il y a une guerre contre vous-même, mais je dirais presque contre le fait d'être un humain. Et donc, c'est quelque chose évidemment qui donne à penser sur le fait qu'il n'y a rien d'évident à être homme,
qu'il n'y a rien d'évident à accepter sa propre naissance, si on se met à y penser sérieusement. Mais là où je voulais en venir, c'est est-ce que finalement le rapport au mot et à ce que peut en faire le poème, ce qu'on peut en faire à travers le poème, est-ce que le langage est le lieu où on peut se redonner de nouvelles naissances? Ça, pour moi, le langage, c'est le fait capital de l'existence, surtout quand on est écrivain. Sans langage, on ressemble, j'allais dire, à des animaux, mais c'est pas vrai, parce que lors de mes voyages sur la côte flamande, j'ai beaucoup observé les chevaux. Et j'ai vu un jour que tous les chevaux, le soir, regardaient tous dans la même direction, c'est-à-dire en direction de la mer. Et j'ai compris ça comme quelque chose lié à la mystique, à la mystique rhénane, par exemple. Donc, j'essaie de prendre des distances aussi avec ce que j'écris, parce que je sais que c'est pas difficile à lire, mais on prend un bon coup parfois. En même temps... Moi, je voulais continuer, et je me suis rendu compte que donc, tous les chevaux portaient le regard du même côté, et j'ai eu l'impression que, ça paraît stupide peut-être dit comme ça, mais qui me montre le chemin pour quelque chose d'assez inaccessible qui serait lié à la métaphysique, à la psychanalyse, à la spiritualité. Donc, à partir d'éléments quotidiens qui ont peu de sens, je crois que l'écriture poétique intervient et dresse un nouveau portrait de celui qui était, du portrait qui était en train de se faire par l'écrivain. C'est pour ça que je mets tant de temps à écrire un poème, bien que ça vient toujours comme ça. J'ai non pas l'inspiration, parce que c'est un mot qui ne veut rien dire pour moi. Je ne me vois pas du tout comme quelqu'un d'inspiré, mais comme quelqu'un qui se bat. Et quand on voit des animaux comme les chevaux, comme les moutons, quand j'ai remonté l'Escaut, descendu l'Escaut, pardon, j'ai traversé à 8h du matin, dans tout petit jour, j'avais pris la plus belle période de l'année pour moi, qui est l'automne. Et plusieurs fois, un mouton lui posait sa tête dans ma main, ou un cheval lui posait sa tête dans ma main, et j'ai pensé que j'étais bouleversé, et j'ai pensé que malgré mes soucis, malgré le fait que je marchais pour guérir, tenter de guérir, j'étais heureux de voir que mes comparses, mes compagnons, mes amis non humains, comme on le dit à tort, m'avaient reconnu, m'avaient donné le droit moral de parler d'eux. C'est-à-dire dans votre poésie, il y a on peut dire une fraternité pour le monde du sans langage, quoi, finalement. Oui, en tout cas, ce qui n'a pas le langage humain, si on veut le dire autrement. J'aime beaucoup tout ce qui échappe au langage bien construit.
j'espère que bien écrire, mais à ma manière, sans respecter les règles de la grammaire, de la syntaxe, et ça c'est l'histoire ancienne pour moi, c'est oublié. Et ce qu'il faut, c'est imposer un climat. Et tant que j'ai pas trouvé, j'ai mis des années avant de découvrir le stand. J'ai mis des années avant de me sentir à l'aise à Venise. Et là, je viens de trouver les Hautes-Fagnes. Les Hautes-Fagnes, c'est où? C'est une région en Belgique, une région francophone, qui est située au nord de Liège et près de Maastricht, en Hollande. Et c'est un endroit, quand on dit que la Belgique est un pays si petit, et quand on est dans les Hautes-Fagnes, on voit des étendues à perte de vue de tourbières. Ça m'a fait penser que lorsque je descendais l'Escaut, il y avait des moments où je ne pouvais pas passer au bord du fleuve parce qu'il y avait des usines, des empêchements techniques très précis. Sur votre bureau, il y a quelques photos que vous avez prises pendant ce séjour. En quoi vous sont-elles, en quoi interviennent-elles dans votre vie, ces photos? Et dans votre travail, je veux dire. J'ai pris des photos toute ma vie. Je suis photographe médiocre, je n'ai aucune ambition. Mais ce que je voulais, c'était fixer la réalité d'un moment, la transporter à Paris, la laisser mûrir dans une boîte pendant X temps, et puis me mettre à travailler sur le décalage qu'il y avait entre ce que j'avais vécu, ce que j'avais rencontré, les photos que j'avais prises, et l'esprit que j'avais ce jour-là, un esprit uniquement d'écrivain, qui est, je crois, à ce moment-là plus fort que la nature, En même temps, je me rends compte que être écrivain, c'est tout et c'est rien. J'aime peu d'écrivains. J'ai toujours été comme ça. Ils ont changé. C'était un petit groupe, une dizaine d'écrivains. La dernière équipe, si je puis dire, je la fréquente depuis 10 ans. Franck, je voudrais qu'on réfléchisse à une question à propos de ça. C'est que en vous écoutant, je me rends compte que finalement, ce que je vais dire est très hâtif, il faudrait l'affiner, mais on pourrait dire qu'il y a peut-être eu deux modalités d'un rapport au paysage dans la poésie. Il y a, je dirais, une poésie qui s'attache à rendre compte d'un lieu d'une certaine manière, à lui faire écho d'une manière ou d'une autre. Et puis, au moins depuis Virgile, il s'est passé quelque chose de tout à fait autre. Je veux dire par là que l'Arcadie n'est pas déconnectée du monde réel, mais elle n'est pas la peinture d'un monde, une peinture réaliste d'un monde réel. Elle est une construction, un paysage construit. Elle est comme un paysage désiré, désirable. Je me dis que chez vous, le paysage a plus à voir avec cette lignée-là, même si ce n'est pas dans un paysage bucolique à la Virgile. Mais je dirais que ça devient, c'est une transposition d'un paysage devenu un lieu spirituel, c'est-à-dire, en fait, c'est une forme de l'utopie, c'est-à-dire se donner un lieu qui n'existe pas dans la réalité, mais un lieu paradoxalement où vivre semblerait possible. Est-ce qu'il y a pas un peu de ça chez vous, dans la manière dont vous travaillez en poésie cette question du paysage, du lieu? C'est-à-dire que pendant très longtemps, je me suis posé cette question: est-ce que ce que tu écris a une action directe sur le monde, sur l'économie, sur la lutte des classes?
j'ai été très marqué par les rapprochements que l'on peut faire entre une entreprise personnelle qui ne vise qu'à sauver sa propre peau, et puis les conflits, l'économie, tout ce qu'on connaît de la politique que nous traversons. Et je pense qu'il était nécessaire à ce moment-là que je cherche les mots justes. Il était nécessaire de cesser de se prendre pour un mystique, ou tout faire pour que les autres ne le disent pas, ne le pensent pas. Et donc, j'avais cette chance d'être seul, jusqu'à la nausée, seul dans un champ le matin, près du fleuve, de voir des animaux que j'avais jamais peu vus, un héron, un rat d'eau. Oui, ça ne chamboule pas le lancement de c'est quel fait? Je veux dire, c'est très court. L'avant-dernier texte C'est-à-dire, qui est mon dernier livre. Alors c'est sur la couverture, c'est-à-dire c'est sans le trait d'union. C'est-à-dire c'est pas l'expression idiomatique, mais c'est beaucoup plus proclamatif. Et puis c'est la fin d'une trilogie sur le Nord. Quand nous entrerons dans le couloir récemment repeint aux couleurs modes qui conduit à la mort annoncée, aucun oiseau ne nous accompagnera. Simplement, avec pudeur, les ailes jointes, ils demeureront de l'autre côté de la porte close, à jamais silencieux, oui, silencieux. Mais bientôt la vie viendra les prendre par l'aile encore tremblante, et celui-ci séchera ses larmes, celui-là cessera de s'agiter, songeant tous au bon camarade que je fus pour eux, avant de pénétrer dans ce couloir digne, assez, j'en conviens. La mort, parfois, est une abstraction, une rencontre avec le hasard. Il faut la consoler, lui dire que nous n'avons nulle haine envers elle. Non, nous ne ressentons pas cela. Nous ne le ressentons pas. Que dire de plus? L'éternité ne peut se mesurer. La bouche close, nous faisons face à la barbarie, et la mort parfois nous fait cadeau d'un peu d'eau. Que renaisse le dialogue. J'ai tellement besoin de dire ce que j'ai toujours tu. Ce couloir sera-t-il assez long? Enfin, la lagune, mille joies m'apporta. Mais cela, il faut pouvoir le dire, l'exprimer par quelques bruits. En tout cas, il arrive que la mort, intéressée par les paroles prononcées, se montre généreuse et retarde de quelques heures le moment venu. Louons-la, rendons-lui grâce. Sèche est ma bouche. Imaginons que le Christ, comptable de ces mots, ait été dans mon cas. Aurait-il même eu la possibilité, l'énergie, le pouvoir de prononcer ces 7 dernières paroles? Moi j'ai dit, laissons nos pères à leur faute et paix au corps sanctifié des vivants. Tiens, le bal du rat mort aura lieu plus tôt cette année. Préparons-le. Pour cela, il nous faudra traverser le grand canal dans un train ghetto de bonne fortune. Mais que pourrais-je dire, moi, de ce lieu
chambre aux portes ouvertes, où chaque corps porte sur le visage semblable, masque mortuaire. Un siège traversé parmi les fleurs de soie, le terrible concret de la mort, où les bouquets là aussi se fanent, bien malgré eux. À chaque palier de vivants régnaient les larmes, le désarroi, la rage même. Un autre tâche de silence exigé par la maladie s'abattait bientôt sur chaque famille, désormais amis de l'aube, qui oserait avoir l'indifférence palpable. Prononcez-vous avant de pénétrer dans ce couloir, aux couleurs de la vie, dont on éteint les lustres après l'ultime danse des os. Merci, Conchi. Intégré, le micro intégré. Je dois. Mais lui dire, justement, dans ce chemin qui a été le vôtre, qu'est-ce qu'a représenté de spécifique? Qu'est-ce que la peinture, disons, celle que vous avez aimée, ou les peintres qui ont compté pour vous, qu'est-ce que ça a représenté? Et en quoi aussi, vous voyez que selon vous, ça a pu être fécond pour votre chemin d'écriture à vous, quoi. Oui, bien, pour moi, l'approche de la peinture a été très lente. J'ai d'abord lu, et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était la correspondance de Van Gogh avec son frère. Pour moi, c'était extrêmement important. Et puis, en fait, je ne savais pas trop ce que c'était que la peinture, je n'y étais pas sensible. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Bram van Velde, qui était un peintre inconnu et qui l'est peut-être encore, enfin, je ne sais pas. Et donc j'ai passé de longues journées avec lui, et c'est un homme qui parlait très peu. Je lui posais des questions et il me répondait très volontiers, donc c'est en parlant, enfin en l'écoutant, que je me suis progressivement approché de la peinture non figurative. Et puis après, j'ai donc été plus attentif à ce qu'elle était. J'ai bien sûr visité des galeries, des musées. Et là, oui, j'ai donc mieux saisi, mieux perçu, mieux reçu ce qu'elle pouvait me donner. Oui, Pierre Roverdi, à Paris, dans les années 10, 11 du siècle dernier, préférait la compagnie des peintres à celle des poètes. Il disait « ils mentent moins ». Oui, peut-être, je ne sais pas, mais enfin, il est évident que les peintres et les écrivains vivent une même démarche. C'est simplement dans les moyens d'expression que les choses diffèrent, mais autrement, un peintre comme Bram van Velde, donc, ou Van Gogh, ou Cézanne. Cézanne a été un homme qui, toute sa vie, à travers sa peinture, s'est cherché à essayer évidemment de se connaître, et ça c'est manifeste. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il a produit une œuvre si importante. Donc voilà, j'ai été attentif à cette œuvre de Cézanne que j'ai beaucoup regardée, que j'ai mis longtemps à comprendre, enfin bien apprécier. Et puis après, voilà, j'ai aussi lu tout ce qu'on peut lire sur lui. Et puis j'ai écrit aussi un petit texte pour essayer de mettre en évidence justement uniquement ce qu'a été sa démarche intérieure. Parce que souvent, quand on parle de peinture, on s'arrête à l'œuvre, on décrit ce qu'elle est, on l'analyse, mais on ne voit pas d'où elle est née. Hein. Donc moi j'avais essayé de mettre en évidence voilà, tout ce parcours intérieur. Je profite de vous être aujourd'hui pour te poser une question que je t'ai jamais posée. À propos de la peinture, à part Cézanne, ce qu'ils a beaucoup retenu, c'est l'abstraction. Et chez toi, il y a de la peinture abstraite. Et je le comprends très bien. On voit bien pourquoi, quand on connaît ta poésie. Mais tu t'es intéressé aussi à la photographie, notamment à James Agee.
le photographe américain. Walker Evans. Ouais. Oui, aussi. Alors pourquoi cette passion qui semble antinomique peut-être pour la photo? Eh bien, d'abord, j'ai une grande amie qui est photographe professionnelle. Et donc, à vivre avec elle, près d'elle, je veux dire, dans son atelier, à voir un peu tous ses problèmes et comment elle résolvait tout ça, j'ai beaucoup appris, sans qu'elle s'en rende compte. Et puis, bien sûr, quand on aime regarder, qu'on aime voir, l'œil est quand même l'instrument de la connaissance. Hein. C'est par là qu'on absorbe. Et d'ailleurs, le regard et la pensée sont indissociables en nous. Hein. Donc j'aime regarder, bien sûr, la photographie. Hein. Et évidemment qu'il y a des œuvres qui m'ont beaucoup touché aussi, qui ont été importantes pour moi. Alors Michel Butor, lui, là c'est vraiment un compagnonnage, il y a un travail à deux à chaque fois. C'est des livres d'artistes. Oui, très souvent, oui, bien sûr. Mais la peinture, pour moi, c'est d'abord une histoire de famille. Parce que mon père gagnait sa vie de père de famille nombreuse dans l'administration des chemins de fer. Mais il aurait rêvé être un peintre. Et il passait tous ses loisirs à dessiner et à faire des aquarelles et aussi à faire de la gravure sur bois. Et lorsque nous étions enfants, il nous a tous envoyés chez des amis peintres, qui étaient des peintres très académiques, mais qui nous a appris les techniques du dessin d'autrefois. Donc, c'est ainsi que j'ai appris à dessiner, et le fait qu'il se soit intéressé à la gravure a été très important pour moi. Chez nous, dans la salle à manger, il y avait une presse à typographie, donc une presse avec laquelle il pouvait imprimer ses gravures sur bois. Donc c'était quelque chose qui était le centre de la famille. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire des livres avec des artistes, je suis allé chez des imprimeurs, et certains de ces imprimeurs, je les avais connus déjà quand j'étais enfant, parce que j'accompagnais mon père qui allait faire des beaux tirages, des gravures dont il était content. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est très, très enraciné. Alors, peu à peu, évidemment, je me suis détaché du goût qu'avait mon père, qui m'a appris beaucoup de choses, parce que il était très académique, je vous dis, mais il était quand même très sensible à des peintres comme Degas, Toulouse-Lautrec, ce qui est beaucoup plus étonnant, et Vuillard, par exemple. Et je me suis mis, à partir d'un certain moment, à travailler avec des peintres pour faire des livres avec eux. Et j'ai beaucoup écrit, d'abord à propos de la peinture, parce qu'on m'a demandé de faire des préfaces pour des catalogues d'exposition. Il y a eu une époque où une exposition dans une galerie impliquait obligatoirement un petit catalogue avec une préface. Des préfaces qui étaient quelquefois très intéressantes. Il y a des choses qu'on retrouve maintenant et qui sont très éclairantes, qui nous font voir les peintres autrement. Dans d'autres cas, c'était des textes, disons, un peu interchangeables, qui pouvaient aller pour n'importe quel peintre. Ce qui était très agaçant. Bon, alors, j'ai écrit d'abord des textes à propos de la peinture, donc des textes pour des catalogues ou des essais de critique d'art ou d'histoire de l'art. Et puis ensuite, j'ai écrit des textes pour être regardés et lus, donc, en même temps que des images. Vous voyez, dans un livre, très souvent, on a une image d'un côté, une gravure, par exemple, ou même une photographie, parce que les phénomènes sont très très proches. On a une image, et puis de l'autre côté, on a un texte. Et évidemment, les deux vont réagir l'un sur l'autre. Si on lit le texte, eh bien,
si c'est bien fait, si les choses sont faites pour aller ensemble, si on lit le texte, on est attiré par des détails que l'on n'avait pas remarqués dans l'image, et l'image va évidemment faire ressortir des choses que l'on n'aurait pas senties dans le texte sans cette présence. Et puis, en développant cette collaboration avec des artistes pour faire des livres, je me suis mis à écrire à l'intérieur même des œuvres des artistes, ce qui était à l'époque quelque chose de presque scandaleux. Et parce qu'on disait, la littérature c'est une chose, la peinture c'est autre chose, il ne faut surtout pas mélanger tout ça, c'est très mauvais pour le commerce des deux côtés. Et donc au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais il ne faut pas en rester là. Donc j'ai écrit un essai qui s'appelle Les mots dans la peinture, et dans lequel je me suis efforcé de montrer que, contrairement à ce qu'on disait d'habitude, qu'une des différences entre l'art de l'Extrême-Orient et l'art occidental, c'était que dans l'art Extrême-Orient, il y avait du texte, tandis qu'il n'y en avait surtout pas dans l'art occidental. Donc je suis efforcé de montrer que c'était totalement faux. Donc il y avait toutes sortes de textes dans la peinture et dans des arts proches de la peinture, comme la tapisserie, la mosaïque, etc. Et en travaillant, donc, en écrivant à l'intérieur d'œuvres d'artistes, donc j'ai eu une expérience là tout à fait passionnante. C'est que si on écrit à l'intérieur de l'œuvre d'un artiste, eh bien on la transforme. Et donc on devient soi-même. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que j'aurais rêvé d'être peintre. Eh bien de cette façon-là, je me suis mis à devenir peintre. Et à devenir peintre grâce à la complicité des artistes avec qui je travaillais. Parce qu'évidemment, il fallait bien qu'ils me le demandent, hein, et qu'ils soient satisfaits du résultat qui était obtenu par ce travail. Oui, alors, quand nous avons l'image d'un côté, le texte de l'autre, ça réagit. Mais si le texte est à l'intérieur même de l'image, comme lorsqu'il y a des mots dans la peinture, eh bien, l'interaction est incomparablement plus forte. C'est-à-dire que la peinture se met à devenir du texte, et le texte se révèle comme étant aussi de la peinture. Et ça a quelque chose de vertigineux. Parce que, évidemment, c'est très dangereux. Lorsqu'on se met... Vous voyez, il ne s'agit pas seulement d'avoir les mots justes, des mots qui fassent jouer la peinture, mais il s'agit aussi de mettre les mots à une place telle que cela fasse de la peinture. Alors la taille des lettres, la disposition du texte, l'outil que l'on utilise pour écrire ce texte, un crayon par exemple, ou bien un pinceau, ou un feutre à l'encre de Chine, naturellement, autrement ça disparaît, eh bien, et ça devient des choses absolument essentielles. Et lorsque je fais ça, eh bien, j'ai souvent l'impression de côtoyer des abîmes. Si je dévie d'une façon ou de l'autre, eh bien, je peux abîmer quelque chose qui était admirable. On m'a proposé d'entrer dedans, l'éléphant que je suis, d'entrer dans ce magasin de porcelaine. Et il s'agit d'entrer de telle sorte que la porcelaine se mette à briller autrement, et naturellement, il ne faut pas la détruire. Et une autre chose, c'est quand même, vous avez fait un pas de plus, parce que vous faites des collages assez volontiers. Alors là, vous êtes complètement plasticien à ce moment-là. Eh bien, oui, je m'amuse à faire des collages. Je fais des collages dans ma correspondance. Autrefois, à une certaine époque, il y avait une très jolie coutume qui consistait à envoyer ses vœux au moment de Noël et du Nouvel An.
Et les peintres, d'ailleurs, on vous envoyait des petits dessins ou des petites gravures, et c'était très agréable. Maintenant, c'est un peu passé de mode. Hein. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour. Oui, on m'envoie un mail. On n'a plus le temps de fabriquer des choses comme ça. Mais moi, j'aimais beaucoup ça. Alors, je me suis mis à fabriquer, moi aussi, des cartes pour Noël. Et les premières que j'ai fait, c'était je prenais des cartes postales, et là-dessus, avec ces cartes postales, j'installais une sorte de tissage. Je prenais des fils, et puis je faisais des petits crans, et j'installais une trame, et puis une chaîne, et ça donnait des effets. Bon. Et puis peu à peu, je me suis mis à couper, à coller, à utiliser du scotch de couleur, etc., etc. Si bien que depuis au moins 40 ans, tout mon courrier est ainsi un courrier sur carte postale aménagée. Oui, on en profite. Hein. Mais oui, c'est vraiment de la superposition du collage, du cutter. C'est un vrai travail, c'est mille. Deviennent des espèces de palimpsestes. D'ailleurs, assez souvent, ces éléments collés ne sont pas complètement collés. Ce sont des morceaux qui sont collés d'un côté et le scotch qui est là fait charnière. Et par conséquent, on peut ouvrir le collage pour regarder ce qui était caché. Et ça permet, évidemment, ça permet de véritables, si vous voulez, des espèces de poèmes-objets. Hein, des poèmes, bon, des objets à l'intérieur desquels le texte joue un rôle essentiel, bien sûr. Franck, votre compagnonnage avec les peintres? Oui, il est important. Quand j'ai travaillé à ma première revue qui s'appelait Chorus, un certain nombre d'artistes ont travaillé avec moi. Et travailler avec moi, c'était vraiment au plein sens du terme, c'est-à-dire que je leur donnais 8 ou 10 pages de ma revue, et ils faisaient ce qu'ils voulaient dedans. Ils payaient, ils dessinaient, ils collaient. Et ça, je l'ai fait aussi pour ma seconde revue, Monsieur Blum. Ça veut dire que ma première naissance à la littérature, j'avais 16-17 ans. Mais ma deuxième naissance, qui a été aussi importante pour moi, pour mon travail, pour la Légion du Monde, ça a été aussi très vite, vers 25 ans. Je me souviens de l'époque où on se téléphonait, on disait il y a un Monory qui est exposé chez Blumenthal. Et donc on se précipitait pour le voir. Les premières toiles de Clasen que j'ai vues, c'était des portes. Et des portes toutes simples. Et c'est pareil, je me suis dit, mais ce sont des gens qui me représentent complètement, dans lesquels je me retrouve aussi. Et j'ai souvent l'occasion de dire que ma formation littéraire est passée par la peinture d'abord. C'était une époque assez précise. Hein. C'était des peintres, je dirais, qui étaient à la fois figuratifs. Il y avait aussi certainement, on pourrait dire, une dimension politique dans leur peinture. C'est là. Mais il y a aussi parmi vos proches, enfin, ceux que vous aimez, quelqu'un comme Christian Boltanski, c'est tout autre chose. Mais j'ai une grande admiration pour Christian Boltanski, parce que il a osé faire. Je l'ai connu, il habitait dans un hôtel particulier, il avait une petite chambre, il servait d'atelier, de chambre, et lorsqu'on rentrait chez lui, il y avait des lames de rasoir qui pendaient au bout des ficelles. Alors il fallait passer comme ça. Et ça m'a plu tout de suite. C'est votre côté fakir.
Et ensuite, c'est quelqu'un qui n'a jamais été décevant pour moi, qui a continué jusqu'à devenir ce qu'il est maintenant, un des grands maîtres. Mais ne parlons pas de la réussite. Sentimentalement, pour moi, le peintre qui a participé à ma compréhension du monde, c'est Menory. C'est quelqu'un que j'aime, qui a énormément compté pour moi, parce qu'il avait pris d'emblée une distance entre sa vie et la réalité, et il y avait de l'humour entre les deux. Et moi, j'ai mis longtemps avant de dire d'oser écrire des choses drôles. Et je dis toujours que je suis un écrivain comique. Mais c'est pas faux. Mais justement, j'avais une question que j'ai pas osé vous poser tout à l'heure parce que c'était pas le moment. Mais vous parlez, vous qualifiez souvent, vous parlez d'humour jaune. Je trouve que c'est assez bien trouvé. Mais est-ce que l'humour change avec l'âge, avec le passage du temps? Et est-ce que vous avez de l'humour quand vous êtes seul? Oui. Je me fais rire en me regardant dans une glace. Parce que je me dis, pourquoi es-tu si angoissé? Ça me fait rire. Je plaisante à peine, mais les deux peintres que j'ai toujours placés au-dessus de tout, c'est deux peintres de la rigueur, de l'observation objective du monde, c'est Tazen et Menory. Et quand je dis objective, ça me ramène à la littérature et à mon goût pour les objectivistes. Je suis partagé entre le lyrisme le plus total et l'objectivisme. Bon, on a fait un petit peu un tour. Alors on va enchaîner sur la. On va enchaîner sur la musique, puisque je suis avec vous, on va rester avec vous, on va faire circuler. Donc j'ai pensé parler de la musique parce que là aussi il y a certainement un rapport différent pour chacun des poètes ici présents. Chez vous, ça pourrait, disons, se voir déjà à plusieurs étages. Est-ce que la première chose, c'est que si vous avez envie de parler d'un musicien que vous aimez particulièrement, d'un compositeur que vous aimez particulièrement, vous allez le faire. Mais il y a une question que je ne veux pas qu'on loupe, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il y a dans votre façon de construire vos livres quelque chose d'un paradigme musical? Il me semble, par exemple, qu'il y a plusieurs aspects à ça. Il y a le fait, il me semble, que par exemple dans la descente de l'Escaut, ça convoque immédiatement l'image du Wanderer de Schubertien, mais que ça convoque pas seulement ça, puisque on sent que c'est toujours une voix, c'est-à-dire le ton venaille, comme on dit, qui s'exprime dans ce livre, et en même temps, en variant l'écriture, la forme des poèmes, c'est comme si vous réintroduisiez une forme, une pluralité de voix au sein d'une même voix, si pour essayer de me faire comprendre. C'est-à-dire que on n'est absolument plus dans une monodie. Voilà, il y a une variation des timbres, des effets de voix, des dictions peut-être aussi. Donc il y a cette question du paradigme musical, en quoi votre réflexion sur la musique a pu intervenir dans votre façon d'envisager le poème, Michel. Oui, je suis fait de Shostakovich. Et de loin l'artiste que je préfère, qui m'a
tente d'apporter, parce que je l'ai beaucoup écouté, et on est saisi à la fois par sa grandeur dans ses symphonies qui sont politiques, des symphonies à la gloire de l'armée soviétique, et des symphonies dédiées à Staline qui sont en fait perfides, où finalement il se moque de lui. Mais ça, c'est le côté politique qui est dépassé. C'est quelqu'un qui toute sa vie a été mal à l'aise, mal dans sa peau. Et il n'y a qu'à regarder tous les catalogues, tout ce qui existe sur Shostakovich. Et sur aucun cliché, on le voit sourire ou rire. Et c'est pas l'équivalent de Buster Keaton. C'est un homme qui souffre profondément dans sa chair de ce qu'il est obligé de vivre, c'est-à-dire de vivre dans la peur, dans la terreur, vivre avec sa valise près de son lit, parce qu'il sait que lui, le KGB peut venir l'arrêter. Et c'est le prototype de l'artiste malheureux et qui en même temps sublime ce malheur, cette difficulté à vivre, par un enthousiasme, une énergie, une violence musicale qui me paraît avoir peu d'équivalent, et qu'on retrouve dans ses opéras, par exemple, et dans ses symphonies. Ben là, il a de l'humour. Oui, il a de l'humour, mais ça ne fait pas rire pour autant. Et puis, bien sûr, il y a, quand j'ai écrit sur Trieste, sur un essai sur la ville de Trieste, j'ai pensé à Schubert, qui pourrait illustrer le mieux possible cette ville. Et d'ailleurs, c'était pas. Historiquement, c'est pas faux, puisque le seul port de l'Autriche-Hongrie, c'était Trieste. Donc on peut rêver un peu et imaginer que Schubert est descendu jusque devant la mer. Mais parmi les œuvres qui sont importantes pour vous, il me semble qu'il y avait aussi Péléas et Mélisande. Ça, c'est ma grande passion. Péléas et Mélisande, pour moi, c'est une œuvre totale, complète, parce qu'elle traite de plusieurs sujets qui ne sont pas évidents à allait. Mais on peut penser que c'est quelqu'un qui a eu la prémonition de ce que allait devenir la Belgique. C'est-à-dire ce hiatus, cette séparation qui personnellement me blesse beaucoup entre francophones et néerlandophones. C'est quelqu'un qui a su parler de l'enfance avec le petit Tignol, ce petit garçon qui traverse la pièce, qui traverse l'opéra. Et puis, il y a deux portraits d'hommes, Péléas et son frère Golo, qui sont, je pense, parmi les choses les plus complexes qu'on ait vues à l'opéra, surtout Golo. J'avoue, dans la vie, je me réfère souvent à Golo, qui est le prince brisé par sa jalousie, son incapacité à comprendre l'autre. Et Péléas, c'est le jeune frère qui meurt. Et tout ça se déroule dans un château où les souterrains envahissent le terrain, et où on peut imaginer que bientôt le château sera déconstruit par lui-même. Shostakovich, c'est peut-être
le rappel de mon idéal de jeune homme quand j'ai milité activement au retour de la guerre d'Algérie. Et c'est peut-être pour ça que je suis si attaché. Mais il y a aussi dans mes amours de musique, il y a Wozzeck, sur lequel j'ai écrit, enfin, en réfléchissant à sa vie, j'ai écrit des poèmes justement dans le Capitaine de l'angoisse animale. C'est-à-dire cet homme qui souffre comme un damné, qui est exploité par ses officiers, et donc qui est trompé, je ne sais pas si le mot est juste, par sa femme, mais enfin, par la femme avec laquelle il vit, c'est sa femme d'ailleurs, et qui la tue, qui se suicide. C'est la condition humaine qui est ramenée comme ça, concassée, serrée. Je pense une des choses les plus tristes que je connaisse dans la musique, c'est la 15e scène de Wozzeck, où on voit le fils, le petit garçon de Wozzeck, qui doit avoir 8-10 ans, et qui chante hop là, hop là, hop là, il joue avec ses amis, qui eux sont au courant que sa mère est morte, et lui veulent l'apprendre. Et c'est un peu comme le petit Guignol dans Pélas et Mélisande, qui voit les moutons partir le matin, et qui se dit, mais où vont-ils? Et évidemment, tout le monde a compris qu'ils partent à l'abattoir. Et lui ne le sait pas encore. Et pour laisser toute ambiguïté, Maeterlinck écrit dans la bouche d'Ignol, je dois dire quelque chose à quelqu'un. Et pour moi, c'est la définition du mystère poétique. Quelque chose à quelqu'un, sans préciser. Et on sait que c'est qu'il va lui demander si les moutons vont vraiment mourir. Et ce qu'il adviendra de sa vie. Et puis il y a la musique de Debussy, qui a écrit plusieurs textes de mélodies, écrits, pas de la composition musicale, et je me suis servi d'un tout petit passage de ces textes pour le développer longuement dans le livre que j'écris en ce moment. Donc, encore une fois, je suis fidèle à mes passions littéraires, culturelles, qui changent, qui évoluent, mais qui sont toujours très prégnantes, très fortes. Merci Franck. Alors on peut demander à Charles, mais moi je voulais poser une question un peu parallèle, si on parle de musique là, et ça m'intéresse de l'interroger là-dessus, parce qu'il a écrit là-dessus sur les chanteurs, les voix, et si tu t'intéresses au fado, blues, flamenco, ouais. Tu peux en dire quelques mots parce que ça, je prends une seconde, pardon. Oui, bien sûr. J'ai écrit un livret d'opéra qui s'appelait Verlaine Paul, qui a été joué à l'Opéra de Nancy et à l'Opéra de Marseille, et qui était chanté par mon ami François Leroux, qui est un des grands barytons français. Et encore une fois, là, j'étais en pleine contradiction avec moi-même, parce que je vivais dans un groupe de musiciens, de chanteurs, alors que j'aime tant être au seul, mais finalement, je ne regrette rien. Quoi. Alors, Charles. Alors, je réponds à ta question. Oui, bien, voilà, oui, c'est tout simple. Hein, j'aime beaucoup écouter ces chanteurs, chanteuses de fado, de flamenco.
Il y a parfois aussi, je suis très touché par ce qu'on appelle une morna, hein, qui est un fado encore plus lent, plus grave. Là, on sent il y a une profondeur, une richesse d'émotion considérable. Et voilà, oui, je suis très touché par cela, par ces voix. Attends, ça t'aide à écrire, ça? Non, non. Non, c'est pour savoir. Ah oui, non. C'est simplement. Non, Oui, et puis bah, parfois, je sais qu'il y a des écrivains qui écrivent en écoutant de la musique. Oui. Et moi, ça ne peut pas m'arriver parce que quand j'écris, je n'entends rien. Donc, voilà, je ne pourrais pas écouter. Et puis ici, parfois, comme ça se produit l'été, en bas de chez moi, il y a parfois un accordéoniste qui joue tout l'après-midi, les fenêtres sont ouvertes et je ne l'entends pas. Donc, voilà. Et alors, une question avant de passer, pour finir avec Michel, sur les voix, je disais, tu avais écrit dans le journal un très beau texte qui est, je crois, très connu maintenant, qu'on a beaucoup entendu, un texte qui est une magnifique typologie, je veux dire, des voix. Tu évoques toutes les voix possibles et imaginables. Et pourquoi cette passion pour la voix, pour l'écoute de la voix? Je ne sais pas le dire parce que malgré tout, oui, une voix, ça exprime profondément ce qu'est quelqu'un. Hein. Elle est forcément en rapport avec toute sa subjectivité. Donc, oui, c'est vrai, je suis touché par les voix. Comme un portrait, la voix, Oui, comme un visage. C'est vrai, c'est vrai. Au même titre qu'un regard, une voix, elle exprime beaucoup de choses, je crois. Bon, alors, on finit avec Michel. La musique, Michel, Henri Pousseur. Oui. Il a tout fait, Michel, donc il a fait aussi ça. Oui, oui, oui. Collaborer vraiment avec des musiciens. Ah oui. Comme aussi Franck. Oui, oui. Est-ce que vous nous parlez un peu de ça pour finir? Ah ben oui, j'ai beaucoup collaboré avec un musicien belge, un très grand musicien, Henri Pousseur. Nous avons collaboré pendant des années et il a été pour moi un professeur de musique extraordinaire. Alors j'ai écrit des textes pour lui et puis j'ai joué la partie, si je peux dire, de récitant dans des exécutions et c'est aussi quelque chose de tout à fait passionnant parce que c'est pas du tout la même chose d'écouter de la musique quand on est dans la salle et quand on est dans l'orchestre. Les musiciens entendent la musique autrement que le public pour lequel ils la jouent. Et quand on est récitant, eh bien on est à l'intérieur de la musique, donc on se met à entendre la musique comme un musicien. Et ça, c'est quelque chose d'absolument passionnant. Alors, en ce qui concerne l'influence que la musique a pu avoir sur ce que j'ai écrit, bon, eh bien, évidemment, elle a été considérable, parce que j'ai étudié un peu la musique pour savoir comment c'était fait et quelles étaient les structures qui étaient employées. Il y a des structures qui sont tout à fait comparables aux structures qui sont dans la littérature ou dans la poésie, naturellement. La poésie, d'ailleurs, autrefois était toujours liée à la musique. La poésie était toujours chantée au Moyen-Âge, toujours. Bon, ça s'est séparé peu à peu et ça se retrouve dans certaines formes comme la chanson ou comme l'opéra. Alors, donc, la structure de la musique classique, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et ça a joué un rôle considérable sur ce que j'ai écrit. Mais il y a aussi autre chose, qui est la musique de jazz a joué un rôle très très important pour moi. J'ai écouté beaucoup d'autres musiques, mais quand j'étais jeune, à la fin de l'occupation, la musique de jazz a été une découverte. Parce que pendant la guerre et surtout pendant l'occupation à Paris, bon, nous étions dans une véritable prison. Et c'est très difficile de se rendre compte de ça aujourd'hui. Et donc, presque aucune, il y avait quelques informations qui arrivaient par des radios qu'on écoutait clandestinement. Mais les informations culturelles, si j'ose dire, ne passaient plus. Alors la musique de jazz avait été connue en France entre les deux guerres déjà, mais pendant l'occupation, ça c'était quelque chose qui était totalement interdit, ça n'existait pas. Lorsque la fin de la guerre est arrivée, donc, nous avons retrouvé
la communication avec toutes sortes de mouvements extérieurs, ainsi ce qui était arrivé à la peinture américaine, ce qui était arrivé à la musique américaine, et en particulier à la musique de jazz. Alors j'ai beaucoup écouté de la musique de jazz, j'ai dansé sur la musique de jazz, naturellement, et je me souviens, il y avait rue de la Gaîté un marchand de disques qui, tous les dimanches matins, faisait entendre des disques qui venaient d'arriver des États-Unis. C'est ainsi que j'ai entendu pour la première fois les disques bop, vous voyez, c'est-à-dire les disques de Charlie Parker, Miles Davis, etc. Alors, donc, j'ai été très impressionné par la musique de jazz. J'ai étudié aussi, je découvrais toutes sortes d'aspects de la musique classique en même temps. J'ai été très impressionné et ça a joué un rôle très important dans ce que j'ai fait par la suite. Ça a joué un rôle très important d'abord dans la pratique de l'improvisation. Parce que lorsque je fais des conférences ou lorsque je faisais des conférences, parce que c'est fini maintenant, ou lorsque je faisais des cours, eh bien j'improvisais toujours. Je préparais naturellement, très soigneusement, mais je n'avais jamais un texte définitif. Donc j'improvisais toujours et ça me demandait un effort considérable, mais ça me permettait d'inventer des choses sur le coup. Donc c'était beaucoup plus intéressant. C'était beaucoup plus intéressant pour les étudiants et c'était beaucoup plus intéressant pour moi. Et je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup de conférences en me promenant dans le monde comme ça. Et souvent je donnais le même titre, puis c'était le même thème, certaines conférences. Eh bien, je me suis rendu compte que lorsque j'avais fait une conférence sur un thème, lorsque j'avais fait une conférence 10 fois, eh bien, cette conférence commençait à s'être enregistrée à l'intérieur de ma tête. Et alors, il y avait comme un magnétophone à l'intérieur de ma tête et qui commençait à fonctionner. C'est-à-dire, je m'écoutais dire la conférence aux gens qui étaient devant moi. Et voilà. Et au bout d'un certain temps, ça m'ennuyait. Parce que, si vous voulez, j'avais envie de changer des choses. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'écrire ces conférences. Une fois que je les avais suffisamment faites, donc je les écrivais, et puis je trouvais d'autres thèmes pour que justement cet élément d'improvisation soit encore tout à fait vif. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été pour moi extraordinairement précieux. Et la musique de jazz était disons, un encouragement à la pratique de l'improvisation. Et j'ai rêvé pendant longtemps de faire de la poésie avec la musique de jazz, donc de dire de la poésie à l'intérieur d'un concert de jazz. Et j'ai réussi à la fin. Donc j'ai réussi. Maintenant, j'ai fait un concert avec un pianiste de jazz américain, Mark Copeland, mais j'ai pas osé improviser. Moi, lui a improvisé tout le temps, mais moi j'avais bien préparé mon texte. Et c'est une suite de poèmes qui s'appelle Sur la plage. Et je n'oserais jamais improviser de la poésie à l'intérieur d'un concert. Mais en lisant là, ce qui était bien, c'était que j'étais libre de mes silences, si vous voulez. Donc, le texte était entièrement rédigé, mais le ton du texte dépendait complètement de la façon dont le piano jouait. Et donc, je guettais le moment où je pouvais m'enfiler à l'intérieur du texte. Et ça a été une expérience
tout à fait passionnante. J'espère que je pourrai recommencer. Et vous n'avez jamais chanté? J'ai jamais chanté pour de vrai, non. J'ai chanté quand j'étais enfant, j'ai chanté, et j'ai quelquefois, chez nous, à Lucinge, à l'Écart, nous faisons une soirée de Noël dans laquelle il y a un petit concert, et là, je chante. Voilà. Et c'est encore un peu Noël, là, vous voulez pas? Non, c'était pour rire. Mais Charles me posait une question, il voudrait que je vous pose une question. Donc je pose la question pour Charles. Oui. Il est tout à fait, je crois qu'il est assez subjugué. Il voudrait savoir comment vous avez pu faire tout ce que vous avez fait. Eh bien, je ne sais pas. Vous êtes le premier homme à ne pas dormir du tout? Non, je dors beaucoup. Ah oui. Et si je ne dors pas, je ne fais plus rien. Si j'ai une mauvaise nuit ou une nuit trop courte, alors le lendemain est perdu pour moi et je suis très malheureux, profondément malheureux. Mais alors oui, j'ai publié mes œuvres complètes là aux éditions de la Différence, qui ne sont pas complètes naturellement. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et alors, quand j'ai dû relire tout ça, j'ai corrigé toutes les épreuves, et je me suis demandé vraiment comment chose. Oui, par exemple, eux, ils ont fait du sport tous les deux, mais oui, mais moi, j'ai pas fait de sport. Ah, bah voilà. Bon, on va peut-être arrêter là, je sais pas, Jean-Baptiste. C'est comme Churchill, no sport. Pardon? C'est comme Churchill, no sport. Bon, je sais pas. On va écouter. Peut-être. Merci. Les jeunes gens. Voilà. Dans le répertoire.